Bienvenue à tout le monde. Bienvenue encore à tout le monde. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, on sera là pour parler un tout petit peu d'une manière ou d'une autre euh, des deux choses. Il y a la première partie qui sera là pour collecter, la deuxième qui sera pour traiter. Donc, on sera là pour jouer avec les données, visualiser et faire beaucoup de trucs ensemble. J'espère que vous allez aimer et que ça sera intéressant. Donc, bienvenue à tout le monde et on va commencer. Comme je disais, on serait avec Franck, mais il n'est pas là, donc on sera ensemble et on va faire rapidement. Puis on va passer pour la deuxième session. Donc, la première chose qu'il faut qu'on puisse comprendre un tout petit peu, c'est qu'est-ce que Google Form alors? En vrai, la définition c'est quelque chose, mais pratiquement, j'aimerais bien qu'on le voit ensemble. Google Form, ça nous aide pour juste faire des formulaires, OK? Imaginez que vous voulez faire des enquêtes. Chaque fois, on est à la fin de nos cycles, on a toujours des projets, je sais pas, projets tutoriels ou autres, qu'on aimerait bien récupérer des données des utilisateurs. Et même pour nos propres projets en nous seuls, on a toujours besoin des feedbacks des utilisateurs ou un truc du genre d'idées ou ce que les gens voudraient bien. Comment je vais dire, tu voudrais bien prendre un peu l'idée des gens, la vision des gens sur ton projet. Tu aimerais faire un questionnaire. C'est là que Google Forms vient nous aider. Donc, c'est pratiquement un outil aussi de Google Workspace, comme nous sommes dans la formation de Google Workspace. Et c'est un outil qui nous aide à collecter des informations justement sur base des questions. Alors, c'est là, je vais dire, imaginez un peu comme si c'était un truc. Vous créez votre questionnaire, je ne sais pas, le nom, le machin, tu voulais demander à quelqu'un le numéro de téléphone, s'il a aimé telle ou telle autre chose ou pas, et tout. Et voilà, tout cela, tu le fais, et puis bam, tu as un lien. Tu crées juste un petit lien où tu les renvoies sur mail ou via un peu simple lien. Tu leur partages, ils remplissent. Et automatiquement, avec Google Forms, tes données sont directement classées dans ce qu'on appelle une feuille de calcul, comme Excel, bien sûr. Mais ici, comme c'est du workspace, et là où nous disions qu'au début, on disait que tout est à 1, c'est que voilà, automatiquement, tes données partent dans Google Sheets. Vous allez voir pratiquement comment ça marche, ça sera plus intéressant. Alors, j'ai donné une petite, comment on dit comment, une sorte de comparaison avec Kobo Collect. Okay? Je ne suis pas là, je suis pas là pour parler de Kobo Collect, encore moins de faire un truc du genre une comparaison directe, mais c'est un outil semblable à Kobo Collect. Okay? Je crois que la plupart des personnes ont déjà utilisé Kobo Collect, même pour comment je vais dire, pour des récoltes de données, je ne sais pas, comme enquêteurs des organismes ou des ONG et tout ce qui va avec. Et donc, c'est pratiquement ça. Et un Google Forms, c'est que, premièrement, c'est d'abord gratuit. En plus, c'est synchronisé comme tous les autres outils de Google Workspace. Et pratiquement, son apparence m'a beaucoup plu. L'apparence de Google Forms, c'est plus attrayant, tu peux facilement personnaliser tout ce qui va avec. Et donc, avec un système d'intégration facile, on peut visualiser les données, tout ce qui va avec. Et donc, c'est là où Google Forms vient nous aider dans nos quotidiens. Alors, on va voir un tout petit peu ces avantages clés pour passer à la pratique. C'est que, d'abord, pour moi, c'est simple, OK? Et c'est intuitif. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être très fort ou d'être, comment je vais dire, vous n'avez pas besoin d'être un bon informaticien ou un informaticien en fond pour comprendre Google Form. Google Form, c'est facile quand tu vois, tu sais, tu sens, c'est une sorte de, ça t'inspire déjà, tu sais que tu devrais cliquer ici pour faire cela ou pour faire cela. Et nous allons voir avec vous comment c'est magnifique. La deuxième chose, c'est la gratuité. Vous ne payez rien, juste avec ton code Gmail. Tout le monde qui s'est connecté à cet appel, au moins, a la possibilité de créer un Google Form. Et souvent, on est embrouillé, quand on est, comme je disais, on est à la fin de notre cycle, on aimerait bien, je dirais, récolter les données, on commence à taper la tête ici et là, chercher Kobo Collect, je ne sais pas quelle sorte de logiciel, alors qu'on a notre Gmail et on peut se connecter sur Google Form et avoir cela. Et la troisième chose, c'est qu'il y a différents types de questions. Nous allons voir plein de questions, des paragraphes, des choix, tout ce qui va avec. Il y a la possibilité de personnaliser. Vous pouvez personnaliser avec vos logos, vos images, des choses intéressantes qui attirent l'attention des personnes qui doivent remplir et qui montrent même un peu la vision des choses que vous allez faire. L'autre partie, comme avantage clé, c'est aussi les collectes. Donc, il y a une possibilité de faire vos collectes
et organiser automatiquement ces réponses. Comme je disais, avec Google Sheets, on les lit direct Google Form à Google Sheets, qui est un peu comme si tu faisais du Excel de l'autre côté. Et donc, par défaut, tes données sont arrangées, organisées automatiquement dans la partie Sheets et vous pouvez facilement les traiter. Nous allons voir aussi la partie pratique. Et donc, le partage, c'est facile. Comme je dis, un simple lien, on les partage et facilement, on a partout. C'est bien. Alors, l'autre avantage qu'on connaît tous, depuis tous ces temps, on nous parle de ça, c'est la collaboration. La collaboration est toujours possible. Tu aimerais le faire, vous êtes dans votre projet tutoré à 4 ou, je ne sais pas, disons à 4 ou à 10, vous pouvez vous partager cela. Tout le monde peut avoir accès aux formes et facilement vous travaillez en collaboration. Et il y a l'accessibilité pour les répondants, donc on peut l'avoir. Les répondants n'ont pas besoin comme d'installer une application ou un truc du genre comme ça, un logiciel, machin. Non, un lien via WhatsApp, tu leur partages, ils cliquent les liens, ils vont sur Chrome et ils remplissent les formulaires, c'est tout. Okay? Ils peuvent aller sur Chrome, sur, je sais pas, n'importe quel navigateur ou aller même dans l'application Google Forms et facilement ils remplissent les formulaires. Donc, pas beaucoup de complications sur leur tablette, sur leur phone, sur leur ordinateur, partout ils peuvent l'avoir. Et il y a la réduction du coût, ça veut dire que vous n'allez pas payer je sais pas, un logiciel ou faire des impressions, des questionnaires, des choses comme ça. Tout cela est minimisé avec Google Forms. Alors, comment ça marche? C'est la partie la plus intéressante que nous allons voir avec vous. Alors, on aura ces quelques points pour mettre en pratique ce que nous avons vu. On va essayer un peu de voir comment on peut créer un Google Form. On va voir les types des questions, des sections, des logiques conditionnelles. Quand vous voyez des formes, comment ça marche, on va personnaliser l'apparence. On va voir l'option de partage, de diffusion, et voilà, des paramètres de forme, tout ce qui va avec. Et à la fin, on va commencer, on va essayer un peu de faire une gestion et une analyse des réponses sur forme d'abord, et après on va voir comment on peut exporter cela vers Slide d'abord, même simplement, et vers Sheets, et c'est là qu'on va tomber sur la deuxième session qui sera pratiquement sur Sheets. Donc, ça beaucoup tardé, on va devoir commencer la partie pratique. Soyons attentifs parce que c'est la partie intéressante et c'est la partie qu'il nous faut. Alors, je nous invite bien à être là. À prendre. OK. Je crois qu'il est là. Je vais partager. Nous sommes ici. OK. OK. On est ici. Alors, la première chose que je voulais montrer, c'est comment on peut créer. OK? On peut les créer depuis Drive. OK? Je vais entrer dans mon Drive. Juste Drive. On va voir Drive le samedi. Mais dans ton Drive, tu peux facilement venir et tu cliques sur ces boutons New. Je vois que tout le monde voit à gauche. Quand vous cliquez sur New, vous voyez qu'il y a plusieurs fichiers qu'on peut créer et on peut créer un Google Form. En cliquant là-bas, ça va créer directement dans votre Drive principal. Vous pouvez aller dans votre Drive et vous pouvez aller dans Drive, dans un dossier Drive et avancer dans les dossiers. Là où vous aimeriez que ça se classe et pratiquement ça va se créer là-bas. Mais de la même manière, vous cliquez sur New et tout ce qui va avec. La deuxième manière, c'est directement dans Google. C'est ce qu'on va utiliser pour avancer. Tu peux juste taper Google Form dans ton navigateur. Et pratiquement, il y a Google qui te donne ici la possibilité d'accéder des sign-in. Et donc, là, c'est comme l'interface des docs qu'on a vu avec Franck les samedis. Pratiquement, c'est la même chose. Et ici, tu as des modèles qui peuvent être là. Et il y a tes autres formes que tu as aussi chez toi, dans ta machine. Et tu peux commencer par créer un nouveau ici. Ici, c'est par exemple pour collecter les contacts, pour les réservations d'événements, les parties, ça sont des modèles, OK? Alors qu'ici, on peut créer notre propre modèle. On va créer pour nous, pour être plus pratique. Alors, c'est ça l'interface. Je crois que vous me voyez. Je ne vais pas revenir dans les mythes. Mais si vous ne voyez pas un truc, vous faites signe par audio parce que là, je ne vois pas mythe. OK. C'est ainsi que se présente notre interface de Google Forms. Comme vous voyez, il y a la partie titre qui est ici à gauche, en haut à gauche, qu'on peut changer les titres. De l'autre côté, il y a plusieurs outils qu'on va voir ensemble. Il y a des onglets ici qu'on va voir ensemble, mais premièrement, comme on a dit, on va commencer d'abord, on a déjà créé notre doc, OK?
On va commencer avec des questions, voir les types de questions. Donc ici, on peut commencer par donner, disons quoi, un titre, disons, quoi, workspace, hein, workshop, c'est des workshops, ici. C'est pas workshop, GDGOCAF, disons comme ça. Et donc, par défaut, ceci va constituer les titres, OK, de notre document. Et quand on vient ici pour changer les titres maintenant du fichier, parce que ça, c'est les titres dans les documents. Ici, c'est les titres du fichier quand tu vas, par exemple, télécharger ou envoyer les liens. Et quand tu cliques là-bas, tu vois que les titres d'ici est par défaut assigné à l'autre partie. Donc, ici, vous pouvez faire une petite description de votre forme. Je dirais, par exemple, disons, formulaire de démon du jour 3 de la formation Google Workspace DG, on va laisser comme ça, on n'est pas là pour faire du français. Ok, la formation, disons, ok. Bon, voilà, je donne une description. C'est ici que tu peux donner plus de descriptions sur le formulaire, comprendre si c'était un formulaire, je ne sais pas, des recueils, je ne sais pas, des données pour l'application machin, l'application visée à ceci, si c'était l'entreprise sur machin. Donc, tout cela, c'est ici que tu vas l'écrire d'abord. Alors, premièrement, ici, comme vous voyez, c'est la section où on dit question. Ici, c'est la question. Ici, c'est la réponse que les gens doivent donner. Et donc, ici, disons, par exemple, tu aimerais demander à la personne son nom. Tu dis non. Ou, disons, votre nom, s'il faut dire comme ça. Je vais écrire de toutes les manières possibles, mais moi, j'écris d'abord votre nom. Et par défaut, Google Form, comme il est aussi intelligent que d'autres outils, il comprend que quand vous dites non, automatiquement, il finit par comprendre que c'est un short. Donc, c'est un texte, c'est un court texte. Okay? Et donc, par défaut, votre nom, ça donne un petit texte. Mais ici, maintenant, vous voyez, vous pouvez introduire une image. Ça veut dire que cette image que vous allez introduire ici va être au milieu de cette ligne. On ne va pas voir ça. Vous pouvez en voir vous-même. Mais ici, c'est le plus important, c'est que vous voulez, c'est voir des types de questions. Vous voyez ici, il y a plusieurs types de questions. En cliquant là-bas, vous voyez qu'il y a une liste de plusieurs questions. Il y a les petits, donc les courtes réponses. Voilà, ça c'est le premier, comme votre nom. Le nom, c'est pas long, c'est court. Et on peut avoir ce qu'on appelle le paragraphe. Imaginez que tu demandes à quelqu'un de résumer son idée, ou je ne sais pas, sur sa demande, des trucs comme ça. Disons, ici c'était votre nom, disons c'est un short. Voilà, comme ça. Donc, un petit. On peut dire ici description, disons description de votre demande. Vous pouvez vous dire, OK, comme c'est une description de la demande, pratiquement, ça doit être un long texte. OK? Et de l'autre côté, vous pouvez aller de la même manière. Il y a celui des choix multiples. OK? Les choix multiples, c'est maintenant, on dit comment? Ici, c'est comme nous sommes des codeurs, il y a des types de choix multiples. OK? Il y a ceux qui sont les choix multiples. Ah non, des choix. On dit quoi? Je ne vais pas dire ça en anglais, dis-moi. Donc, il y a la possibilité de choisir ici avec ces uniques questions, donc unique choix. Ça veut dire qu'au tas de choix qui est ici, disons par exemple, prenons votre âge. Non, pas votre âge. Disons votre sexe, ok. Parce que là, on ne peut pas avoir de sexe. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais bon, ça dépend de tout le monde. Donc, voilà. Ici, si on dit par exemple qu'on demandait votre nom et deuxièmement, on demandait votre sexe, par défaut, on ne prend pas les checkbox. Ça veut dire on ne prend pas
On va valider. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Mais sinon, comment on va te donner des mains? Ok. Je sais pas si... Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez couper le micro. Donc, comme je disais, ici, c'est un choix. Il y a la possibilité de choisir un seul parmi tous les choix. C'est-à-dire que si vous êtes homme, vous n'allez que cocher M, et si vous êtes femme, vous n'allez que cocher F. OK? Alors qu'il y a maintenant une deuxième série de réponses, c'est des choix multiples. C'est par exemple, on peut dire votre techno, OK, votre technologie. Disons que dans la technologie, on a fait Flutter, on a fait Kotlin. Ici, il y a Web. Disons, voilà, il y a tout ça, il y a Python, tout ce qui va avec. Et voilà, on peut dire ici, on peut donner à la personne la possibilité de choisir plusieurs technos. OK. Et là, on choisit avec ces deuxièmes types des réponses. Et donc, de la même manière, aussi, vous pouvez ajouter aussi, on dit autre. Ça veut dire que si la personne ne trouve pas son choix, il peut venir augmenter un choix de plus. Et donc, c'est avec les autres qui te donnent comme option ici, add ici, qui est ajouté autre. OK? Et donc, il y a plusieurs types de questions. On ne va pas avoir tout ça. Il y a le drop-down qui est pratiquement la même chose ici, mais cette fois-là, ça va permettre, si on fait ceci, ok, on va voir, c'est là qu'on va faire une sorte de visionnage. Il y a ça, il y a la première partie qui est le checkbox, il y a la deuxième partie qui est la partie de drop-down. Ça veut dire que c'est une sorte de sélection à un menu déroulant. Okay? Ça va se dérouler, okay, on va voir ça ensemble. Et il y a d'autres types qu'on ne va pas toucher. Ici, il y a les files. Okay? On peut créer pour dire votre image, disons votre photo de profil, votre photo des profils, par exemple, si vous voulez prendre une photo de profil. Et là, vous allez choisir les files. Donc, par défaut, il va vous demander d'autoriser que Google puisse entrer, Google Form puisse communiquer avec votre Drive, parce que c'est votre Drive qui est le grand hub, c'est comme on appelle les hubs. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est comme le stockage principal de tous les Google Workspace. Okay? C'est là que tout va se classer, même ces formes partent se classer là-bas. Donc, tout se classe dans les Google Drive. On va les voir les samedis prochains. Et donc là, ici, vous pouvez spécifier, si vous voulez que les photos, par exemple, les photos, on n'a pas besoin que ce soit un audio, vidéo, non. Là, vous pouvez juste, OK, ça sera seulement les images, OK? Donc, vous pouvez aussi dire, OK, ici, on peut avoir des documents, des fichiers Excel, on peut avoir des PDF, OK, des présentations comme Google Slide, donc des trucs comme ça. Et donc, ça dépendra de vous. Vous allez cocher, vous pouvez cocher tout ceci, tout cela, vous pouvez cocher les nombres des fichiers que vous pouvez envoyer, c'est 1, 5, 10. On peut aller au méga qui mérite le fichier A, le maximum, OK? Ça peut être 1 méga. Donc, si c'est un fichier qui dépasse 1 méga, ça refuse. Surtout pour jouer avec ton espace Drive, OK? Et des trucs comme ça. Et à part ça, à part les images, il y a plusieurs choses. Il y a les ratings comme les étoiles, OK? Vous imaginez que vous voulez coter sur combien d'étoiles, on vous donne telle autre chose. Il y a les dates, on peut choisir les dates, tout ceci, tout cela. Vous allez voir vous-même, vous allez checker d'autres choses. Il y a les multiple choice, grids, tout ça, tout ça. Ce sont des types de réponses que nous avons dans notre section. Maintenant, imaginez qu'ici, on va faire un truc. On va faire ci. Ici, imaginez maintenant que vous aimeriez que, si c'est une femme, que la femme complète une autre manière. Et si c'est un homme, que ça complète aussi une autre manière. Vous pouvez venir ici dans la partie, dans les 3 points, sur les 3 points ici. OK? Sur les 3 points qui est en dessous ici pour dire plus de menus. Vous venez ici et vous allez venir pour dire go, donc partir sur une section. Désolé, chez moi c'est en anglais, mais on va comprendre que chez nous ça sera en français. Donc, partir sur une section basée sur la réponse. Ça veut dire que vous aimeriez que les gens partent, par exemple, ceci, que ce soit imaginez que les technos à checkbox, OK, soit une section à part,
pour faire de ceci une section, ok, tu viens sur, comment je vais dire, sur les, comment je vais dire, sur les champs qui étaient énumérés. Et là, il y a la partie Add Section qui est dans les points ici. Vous voyez qu'il y a la possibilité d'ajouter une image, vidéo, machin. Mais ici, il y a la partie d'ajouter ce qu'on appelle les sections. Et quand vous cliquez, par défaut, les sections ou les champs qui étaient après cette section-là deviennent par défaut une autre section. Et vous pouvez leur donner, par exemple, les noms. On va dire chez nous ici que ce soit une section pour femmes, disons comme ça. Section pour femmes. Et on va couper ceci pour que ce soit section pour hommes. Donc, les autres technos ici qui se choisissent à menu déroulant. Ici, on va faire que ce soit section pour hommes. Comme ça, on va avoir une sorte de condition logique qui va suivre. Section pour hommes. Donc, ceci, c'est section pour hommes, l'autre, c'est section pour femmes. Et ce n'est que pour les sections pour hommes qu'on va demander la photo de profil. Pour les femmes, disons, on va leur demander votre anniversaire, disons comme ça. Comme ça, on va prendre, par exemple, une date. Ici, on va choisir une date, d'accord? Là, c'est bon. Chaque fois, en venant ici maintenant, vous aimerez que si c'est un homme qui ne voit pas les questions des femmes, si c'est une femme qui ne voit pas les questions des hommes. Donc, par défaut, vous allez venir sur les 3 points, ok? Vous venez sur la partie aller sur la section basée sur la réponse, vous cliquez là-bas. Et par défaut, la réponse, si c'est la réponse M, vous voyez que ça vous donne la possibilité de dire continuer sur la section, la suite de la section. Tu dis non. Si c'est M, donc c'est un homme, il va aller sur la section 3, qui est la section pour homme. Et si c'est F, qu'il aille sur la section 2, qui est la section pour femme. OK? Et donc, ça, c'est la possibilité de le faire comme ça. Et donc, par défaut, vous dites, là, c'est bon. Quand quelqu'un sera femme, homme ou femme, il va aller sur une section ou une autre. Je ne sais pas s'il y a encore un truc de voir. À part ça, il y a la possibilité de rendre un truc, comment je vais dire, une sorte de description. Ça veut dire que ici, vous voyez ces boutons ici pour dire credit, c'est pour dire que c'est un champ obligatoire. Mais il peut arriver que tu aimerais donner aux gens la possibilité que ce soit un champ libre. Disons par exemple l'image ici, la photo de profil. Tu dis que ce n'est pas obligatoire. Tu peux couper avec juste ce flèche ici. Dès que c'est désactivé, ce n'est plus un champ obligatoire. Et pour voir pratiquement quand c'est activé, vous allez voir que ici, il y a une étoile rouge, ok? C'est la partie qui signale que c'est un champ obligatoire. Comme ici, par exemple, si je quitte, vous voyez qu'il y a ces points rouges, ces stars rouges. Mais si je désactive ici dans la partie required, si je reviens, c'est qu'il n'y a plus d'étoiles. C'est que c'est un champ qu'on peut laisser ou prendre. Okay? Alors, avec ceci, on va tenter de visualiser juste. Vous voyez ces boutons qui est juste en haut ici? C'est un truc comme les yeux, comme ça, c'est pour visualiser. Donc, toi-même, tu peux visualiser d'abord avant de partager aux gens. Par défaut, quand tu visualises, tu peux voir que, voilà, nous avons quand même notre sheet qui est comme ça. Okay? La première chose, c'est que la personne doit compléter son nom, disons Georges, comme ça. Je suis un homme, ok? Quand je fais un next, par défaut, je pars sur la partie techno. Regardez ici, le choix, c'est à choix. Comme j'avais dit, c'est menu déroulant. Vous voyez que ça descend pour que je puisse choisir. Je fais flatteur, par exemple. Ici, pour les choix, pour la photo de profil, ça ne m'oblige pas. On va le voir après quand on va ouvrir ces formes. Et de l'autre côté, si je fais un bac, vous voyez que la réponse était ça. Si je fais que je suis une femme, et bon, disons que je ne suis pas une femme, disons c'était Georgette qui complétait, okay? C'est une femme. Je salue Georgette, si elle est dans un mythe ici, je ne sais pas s'il y a une Georgette. Mais disons que c'est une Georgette qui a complété ça. Elle est une femme. Et donc, quand je clique Next, vous voyez que je ne suis plus redirigé sur la partie des hommes, mais je suis passé sur la partie des femmes. C'est là sur base de quoi? C'est là sur base de ce que nous avons eu à mettre ici comme condition. Dans cette section de sexe, ici, la condition, c'était ici, à cliquer sur 3 points, go to section, based. Donc, aller sur une section basée sur la réponse. Alors, je crois qu'avec ça, on a parcouru les types de sections, conditions. Voilà, je crois qu'avec ceci, on a quand même une condition et tout ce qui va avec. Alors, on va voir la personnalisation de l'apparence. Ça sera juste un truc simple. Vous voyez que l'apparence, peut-être que vous n'aimez pas la police, la couleur,
voilà, vous aimeriez ajouter des images à tête ou des trucs comme ça. Vous venez juste sur ces boutons ici. Vous voyez ces boutons qui ressemblent à un panneau pour artistes. Vous voyez qu'ici, il y a la possibilité de choisir votre police. Disons que moi, je vais choisir satire gothique. Pour les questions sur satire gothique. Voilà, partout, j'ai choisi un satire gothique. Je peux augmenter la taille de la police. Si c'est le 4 ici, bon, c'est le maximum, je crois, oui. Alors, je peux choisir une image, OK, qui soit l'image de la tête de mon truc. Imaginez que c'était quoi, un truc quoi. Bon, je suis fan de basket, mais on ne va pas prendre le basket. Prenons un truc qui va quand même toucher nous tous. Je ne sais pas si c'est quoi, qu'est-ce qu'on va prendre. Bon, disons qu'il c'était juste là pour un truc. Prenons ces papillons ici. Je ne sais même pas pourquoi ça m'inspire, mais bon. Prenons ces papillons. Et déjà, quand l'image entre, vous voyez que les couleurs aussi changent. C'est ça la beauté maintenant de Workspace avec l'intelligence qu'ils ont. Par défaut, ces outils, tu vois, ils te suggèrent des images, des couleurs basées sur l'image que tu as choisie, tu vois. Et là, on peut choisir, on peut se dire, OK, un truc qui est cool, je ne sais pas si c'est cette image ou celui-ci, en prénom. C'est un truc de femme, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. Si c'était un homme, il allait prendre de cette couleur, mais disons, mère aux femmes. Et voilà, un truc comme ça. Disons un truc comme ça. Mais non, non, non. Là, c'est bizarre, ça devient plus pour les femmes. Donc, voilà. Disons que c'était ça. Ça, c'est une manière, comment je vais dire, de customiser, d'arranger ton apparence. Tu peux venir ici et dire que ceci soit bold, CTRL B comme Dadoc, c'est moi, ou dans votre quoi, et voilà. Vous avez peut-être un truc plus cool. Comme je disais, même pour cette section ici, vous pouvez ajouter une image juste pour cette section. Vous dites que voilà, j'ajoute une image pour cette section. Bon, là, il faut que je browse donc dans ma machine ou dans Google Drive ou, je ne sais pas, la Google Photo. Mais bon, on ne va pas atteindre tout ça. Vous pouvez ajouter des images autant que vous voulez, là où vous voulez, dans Google Sheet et dans Google Form. Okay? Option de partage et de diffusion. Alors, regardez un truc. Vous avez déjà fini votre truc. Imaginez que c'était ça, notre truc. On est à ces niveaux. On va essayer un peu d'arranger. On va essayer un peu d'arranger un truc du genre, prenons ceci, on va arranger, il faut qu'on puisse voir les fonctionnalités ici. Alors, par défaut, Google Forms ne vous donne pas la possibilité d'avoir un truc partagé, OK? Vous allez avoir un truc qui n'est pas partagé. Donc, ces liens, si je vous envoie un lien maintenant, vous voyez que ça me dit même que ces formes n'est pas encore publié, OK? Alors, pour publier, il faut cliquer sur le bouton Publish ici qui est là. Ça veut dire que vous aimeriez bien publier. Vous pouvez juste cliquer sur ce bouton Publier, vous le publier. Et ici, vous pouvez dire toute personne qui a ces lignes, on peut qu'il puisse être un répondeur. Donc, ça veut dire qu'il doit être un répondeur. Et là, quand je publie, par défaut, maintenant, je peux venir ici sur les. Vous voyez ces bonhommes avec l'icône ici pour partager. Par défaut, ça me donne comme tous les autres workspaces, vous voyez, éditeur et ceci, et tout le monde qui a les liens sera un répondeur. Mais imaginez que j'aimerais collaborer avec Abdel, qui sera la session prochaine. Je peux choisir qu'il soit un éditeur et il peut venir collaborer avec moi. Si je veux changer l'image, je ne sais pas si Abdel est là, je essaie un peu de changer l'image. Donc Abdel, tu peux juste changer cette image ici avec n'importe lequel. Donc cette partie comme ça qu'il voit un peu la collaboration. Donc, oui, Abdel, vous êtes sur le cours. Vous pouvez juste vous connecter pour voir un peu la collaboration. Vous changez l'image et la couleur peut-être du document. Alors, ça, c'était pour montrer un peu la diffusion. C'est ça, la diffusion. Ici, vous pouvez partager pour prendre l'URL. C'est juste cette icône des liens. Vous cliquez dessus, vous pouvez diminuer comment je veux dire, les liens du formulaire ou augmenter, ça dépend de vous. Voilà, ça sont les boutons qui te remettent en arrière ou qui avancent en avant selon le changement que tu as déjà à faire. Ici, je suis en train de voir déjà qu'Abdel est connecté. Vous voyez que ça me fait signe comme dans Doc. Ici, ça me fait signe que Abdel est sur telle partie. Alors, on va compléter un truc simple avec vous. Disons,
vous allez les rappeler pour qu'on puisse faire des mots ensemble. Nom complet, OK? Disons votre email. Attends, disons votre sexe. Disons votre sexe. On va copier ceci. On va prendre votre email. OK. Votre email. Donc, Abdel, vous pouvez customiser selon le choix de votre sheet. Hein. Comme ça, je montre d'autres trucs en attendant. Alors, la deuxième section, ici, nous étions sur la section des questions. La deuxième section, c'est la question des réponses. OK? Ici, dès que vous allez répondre, on va voir ensemble avec vous qu'il y aura des réponses que vous allez donner direct, qui va s'afficher ici. Et de l'autre côté, il y a la partie settings que je voulais vous montrer un peu, les paramètres. On peut faire plusieurs customisations avec les paramètres. Je vais commencer par le plus petit qui est les questions par défaut. Ils peuvent être des questions obligatoires ou pas. Tu peux activer ou désactiver ces choix. Vous pouvez dire par défaut que ça puisse collecter des informations comme le mail. Vous voyez, il y a des formulaires où quand tu te connectes, ça t'oblige de connecter ton mail au formulaire. C'est ici que tu vas gérer ça. Soit ça doit être vérifié, soit que ça puisse être juste non vérifié, que les gens remplissent eux-mêmes leur mail. Ici, on va laisser que vous remplissiez vous-même. Ici, il y a la possibilité de montrer la progression des barres. Imaginez que vous avez 5 sections. Ça peut montrer la progression et tout ce qui va avec. Il y a la confirmation, le message de confirmation. Vous pouvez dire merci pour votre réponse. Ici, c'est la réponse qui va se voir, que la personne va voir une fois qu'il a rempli. OK? Pour la réponse au formulaire de ces démons, disons comme ça. Ça, c'est la réponse que vous allez voir une fois que vous allez remplir. Et de l'autre côté, ici, ça te permet de dire est-ce que quelqu'un doit soumettre 2 fois, 3 fois. Vous pouvez désactiver, que ce soit chacun soumet une seule fois ou qu'il puisse soumettre plusieurs fois. Ça dépend de vous. On peut laisser ça comme ça. Et de l'autre côté, on peut voir aussi des réponses. OK? Ça peut collecter. Il y a des fois où il y a des formulaires qui te demandent, tu ne peux que soumettre une fois. OK? Limite to one response. C'est-à-dire qu'il y a pour une seule réponse ou plusieurs réponses. Ça peut te permettre d'éditer. C'est-à-dire que changer ta réponse même après avoir soumis ou pas. Ça dépend de toi. Donc, tout ceci constitue ce qu'on appelle les paramètres et les systèmes de diffusion. Les systèmes de diffusion sont les 2 boutons ici au-dessus, donc les 3 boutons. Les liens pour les réponses, les gens qui répondent, un collaborateur si tu veux, et la possibilité de publier ou de ne pas publier. Parce que si, imaginez quand vous remplissez votre présence pour la session, après quelques minutes après notre session, on ferme le formulaire pour que quelqu'un ne puisse pas remplir après, hors session, vous imaginez un peu. Donc là, il faut par exemple vous dites que non, je finis mon enquête à telle date, je ferme mon formulaire. Plus personne ne va soumettre. C'est à cliquer ici juste sur Publish, tu désactives, OK? Juste désactiver ici et tu n'auras plus de personnes. Mais nous, on va laisser publier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Option de partage et de diffusion. Je vous ai montré ça. Et donc maintenant, je peux... OK. On va s'entraider avec Abdel pour remplir rapidement ces trucs. Comme ça, vous allez remplir ceci et on va... OK. Vous voyez que nous pouvons travailler au même moment avec... tu peux travailler avec n'importe qui. Et voilà, par défaut, on peut commencer à contribuer ici. C'est Abdel qui est là. Pour la note Abdel, je ne sais pas si on peut faire un truc du genre que ce soit writing. Ça peut marcher comme ça. Je vois que ça devient intéressant de voir que déjà peut se cocher juste 5 étoiles ou quoi. Oui, tout à fait. Oui, ça va. Donc voilà, un truc comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qui manque encore? As-tu aimé les contenus? Ensemble, on peut continuer. C'est quoi la question? Si c'est as-tu aimé... Attends. As-tu aimé les contenus? Vous allez juste remplir... c'est pas important de remplir vraiment les vrais sons, c'est OK? On va faire un short. As-tu aimé les contenus? Voilà, il y a une autre question qui est en bas. Proposition pour améliorer. As-tu appris quelque chose? Quelque chose.
sont 5, comme ça. Ok, ceci, on peut supprimer. Disons que la proposition d'amélioration reste un champ non obligatoire. Mais disons, pour quelque chose, on va mettre ceci en obligatoire. Comme ça, on va voir un peu si vous dites non ou pas, ou un truc comme ça. Ceci deviendra des champs obligatoires. Ok, disons ceci, votre email. Voilà. On peut y ajouter des autres calculs ici, je ne sais pas trop. Il y a assez des ICB, Kitega, Bujumbura, ok. On peut dire, bon, vous allez juste rappeler, hein? Disons, prénom pour chaque personne. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, prénom Madagascar. Comme ça, vraiment, on touche la plupart des personnes, je ne sais pas. Cameroun. Disons par pays, c'est mieux. Congo. Je ne sais pas s'il y a déjà des autres Congo là-bas et tout. Bon, prenons ceci, on peut prendre juste comme ça, vous allez gérer sur base des pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays. J'avais écouté Mali. Vous allez augmenter. Il y a la possibilité d'augmenter votre pays. Donc, si on n'a pas cité votre pays, ne vous sentez pas gêné. Vous allez juste répondre à cette question. Alors, rapidement, vous pouvez répondre dans les chats. Comme ça, vous allez voir un peu. On va voir ensemble avec vous comment. Les Burundais déjà écrit, merci. Alors, voyez, la RDC déjà écrit, c'est le Congo, yes, le Bukavu, le Grand. OK. Remplissez vous ces formulaires ici que j'ai envoyé. On va voir ensemble avec vous comment ça s'est passé. Commencez à remplir. Juste mettez des données, c'est pas important que ce soit des vraies données, vraies. Mais remplissez juste rapidement avec votre téléphone, votre, je sais pas quoi. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Moi aussi, je vais tenter d'ouvrir un nom de view. Comme ça, je vais aussi remplir mon complet. Disons, Georges Biona. Mon mail. Je mets juste un mail quelqu'un. Gmail.com. Vous pouvez mettre votre sexe. Je suis du Congo. RDC, je donne 5. Non, 5, c'est beaucoup. Je donne 4. Time de contenu, oui. D'ailleurs, cette question pouvait être oui et non. C'est aussi intéressant. Ça peut être une question ouverte. On peut juste laisser ici que ce soit. As-tu aimé les contenus? Oui, ce serait bien que ce soit des questions à oui ou non à ce niveau. Oui, je crois que c'est simple et clair ici. Voilà. Oui, non. As-tu appris quelque chose? Disons ici que ce soit oui, non. Cochez juste, vous pouvez dire non, c'est pas un problème, ok? Comme ça nous aide. Et ici, vous voyez que ça n'a pas encore changé chez moi. Je peux juste faire un reload, ok, de mon écran. Vous allez voir qu'automatiquement, vous voyez que ça c'est déjà revenu à oui, non. As-tu aimé les contenus? Disons oui. As-tu appris quelque chose? Non. Disons proposition d'amélioration, blablabla. Ok. Alors là, je vois que je vais submit ceci. Je suis Congo. Disons M. Disons Géorge. Disons d'accord. Disons Georges. Un truc qui m'arrive, c'est que je suis en train d'écrire. Pourquoi chez moi ça refuse? Comme je suis éditeur, je ne peux pas se mettre, désolé. Ok, ici, regardez maintenant un truc. Imaginez que vous voulez que les mails soient juste des mails qui ont @gmail.com. Vous pouvez juste venir sur les 3 points ici, d'accord? Sur les 3 points, vous venez sur la partie d'inscription. À l'intérieur, non pas la partie description. Merde. Pas la partie description, mais de venir sur la réponse validation, donc la validation des réponses. Vous pouvez dire que ça soit texte, ok? Que ça puisse contenir @gmail.com. Donc, si tu ajoutes un texte qui n'a pas @gmail.com, pour ceux qui vont venir après ces changements ici, vous allez voir que ça va refuser.
Et c'est comme ça que, par exemple, vous pouvez dire que seuls les mails qui ont, par exemple, les noms de votre entreprise vous soumettre. C'est comme ça que vous allez mettre cette condition. Donc, vous venez ici, vous ajoutez la description, non pas la description, mais la validation de la réponse. Vous choisissez si c'est un texte ou la taille ou bien les nombres, donc les numéros et tout, contenir ou email. Par exemple, l'email. Quand je tape seulement email, par défaut, il sait que ça doit être un email ici. Si c'est autorisé, c'est qu'il n'est pas email, ça refuse. Alors, nous avons 22 réponses. On va visualiser un peu rapidement, puis passer directement au sheet. Vous voyez un peu comment Google Forms vous donne une magnifique vision du truc, tu vois. Par défaut, je suis en temps réel, je suis en train de voir combien d'hommes sont avec nous et qui ont soumis aussi, et combien de femmes soumettent. Juste 20% sur les 25 et 80%. Donc, c'est plus intéressant. On voit que le Congo a 36% des participants. Après, c'est la Côte d'Ivoire. Après, c'est le Madagascar. Vous voyez que ça vous donne déjà la statistique de votre réponse. Et même sur la base des notes, ça vous donne un graphique. Tout cela, on va voir aussi de la chose qui se passe, c'est possible. Donc, tout est OK avec votre forme. Vous avez une vision magnifique de votre graphique. Et ici, vous pouvez juste copier ces graphiques. On va voir avec vous. Par exemple, ici, je copie ceci. Ces graphiques ici, j'aimerais les représenter dans mon slide. On va l'intégrer direct dans slide. Prenons ces slides ici. On va juste prendre ces slides ici comme démo. Okay? Je vais supprimer tout ce qui est ici sur ces slides. Et je vais faire un background qui est... Voilà. Par défaut, je viens seulement dans ces formes ici. J'aimerais copier, par exemple, la réponse de Capus. Je copie ces réponses de Capus, je viens ici et je paste. Je peux directement lier ça au formulaire ou pas. Et donc, moi, j'aimerais bien que ça puisse se lier directement au formulaire. Comme ça, quand la personne viendra ici, il peut cliquer ici pour aller voir direct les formulaires. Et vous voyez que c'est magnifique. Vous avez votre donnée ici. Je vais juste changer de background de ces slides à blanc et voilà. Vous voyez que c'est magnifique. Direct avec Google Forms, vous pouvez avoir des magnifiques présentations de votre projet, vous montrer comment des réponses ont été et tout est OK ici. Et vous pouvez chaque fois reload ici. Il y a eu changement des données dans les formes. Je vais faire ici un update par défaut. Les réponses aussi s'adaptent dans la partie Slides, OK? C'est ça la beauté de Workspace. Ça veut dire que Google Slides communique avec Google Forms, avec Google Sheets. Et donc ici, on va lier avec Google Sheets, puis on va laisser la main à Abdel, parce que vos questions, vous allez poser des questions à la fin. Alors ici, on va lier juste ces formulaires. Il y a la possibilité de les lier avec un nouveau sheet. Mais moi, je vais sélectionner un sheet qui existe déjà. Je pars aller chercher dans mon Drive. Quel est le sheet que moi envoyer maintenant? Voilà le sheet qu'Abdel m'a envoyé. D'ailleurs, ce n'est pas mon sheet, c'est son sheet. Mais il m'a juste ajouté comme éditeur. Et voilà, nous sommes dans sheet. Je crois qu'Abdel a vous la parole. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut des questions directes ou non, non. Je pense qu'on va, on va d'abord prendre direct la session d'Abdel. Vous voyez que vos données sont directes ici et tout est OK. Comme vous notez, tout sera ici et Abdel va jouer avec et on va voir ensemble comment ça va donner. Merci beaucoup pour votre attention. Moi, je pense que c'est pratiquement ce que je voulais montrer pour moi. Merci Abdel, bienvenue. Je crois qu'on doit combiner direct. On va poser des questions à la fin. Notez vos questions et vous allez poser à la fin. Merci beaucoup. Okay, thank you, George. Thank you for your presentation. So, can I continue in English or in French? Okay, because I think everybody here speak French. So, je vais parler en français. OK. OK, merci Georges pour ta merveilleuse présentation. OK, donc on va passer sur Google Sheet parce que lorsqu'on collecte les données, Google Forms nous donne une analyse un peu partielle et tout, parfois totale qui peut résoudre nos problèmes, mais on a parfois aussi besoin, si on a déjà des données collectées d'une autre manière, de savoir comment les analyser, c'est très important. OK, je vais partager mon écran.
Pour ceux qui OK. me demandent les liens de la présence, ça va venir. Les liens de la présence vont venir. Quand ça vient, ça viendra. Le lien de la présence, n'ayez pas peur, ça va venir. Continuons d'avoir la session. Merci. OK. Oh, ok. Je pense que Le tout lien- le monde regarde mon écran. Oui, oui, ça va, ça va. On arrive à voir ton écran. Merci beaucoup. D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Google Sheet. Comment tirer de Google Sheet sa puissance pour l'analyse des données, pour le nettoyage, parce que avant même d'arriver à l'analyse, pour ceux qui se frottent un peu au data science, à la science des données, il y a une phase de nettoyage. Donc, lorsqu'on collecte, les données peuvent être un peu en désordre. Il y a une phase de nettoyage qui est importante après les analyses. OK. Donc, bonsoir à tout le monde, rebonsoir, rebonjour, peu importe tous, mais je pense que c'est beaucoup plus maximum. J'ai un peu plus deux. Je suis Abdelaziz Koussa. Je fais dans tout ce qui est Google Workspace pour développeurs. Donc, pas seulement côté app, c'est-à-dire Gmail, DocSheet, etc., mais beaucoup plus dans l'implémentation des solutions Google Workspace aux entreprises qui veulent avoir des mails, des adresses email institutionnelles liées à leur entreprise, par exemple, orange.fr. Donc, on les migre dans cet écosystème Google Workspace et on génère des adresses email à leurs employés, etc. Et on assure le support. Donc, Google Workspace, vous avez commencé la formation depuis le début. Vous savez ce que c'est. C'est un peu ce package qui regroupe un peu tout. Donc, je suis aussi organizer. J'ai GDG lead de la communauté Google Developers Group de Yaoundé, c'est au Cameroun. Et voilà mon adresse Gmail si vous voulez m'écrire directement. Et mon handle Twitter. Sur LinkedIn aussi, Abdelaziz Fossa. On peut communiquer. Donc, ce que nous allons apprendre dans cette session, nous allons apprendre à nous organiser efficacement dans nos feuilles de calcul, donc dans Google Sheet, à manipuler les données avec les fonctions utiles, à visualiser ces données avec des graphiques clairs, et la collaboration surtout, c'est-à-dire inviter des personnes en tant que collaborateurs, en tant que lecteurs, en tant que commentateurs, ou même les taguer directement sur Google Sheet. Et en bonus, nous allons voir ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Donc, imaginez-vous que vous êtes toujours dans l'écosystème, par exemple, de Excel sur Microsoft, et nous nous déportons dans ce Google Sheet avec ses avantages, voilà, dans Google Workspace, parce que c'est l'un des concurrents Excel. Alors, les bonnes pratiques sur Google Sheet, parce qu'il est important, c'est vrai que Google Workspace intègre de plus en plus l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire des recherches directement qui indexent les éléments dans le contenu des classeurs, des feuilles de calcul et tout. Mais il est important de bien nommer, de bien structurer, de bien nommer, donner un titre à sa feuille de calcul pour aider à la recherche et les retrouver plus tard. Et on parle aussi des notions de figer des colonnes, de figer des lignes, parce que lorsque vous avez un classeur de plus de, je dis n'importe quoi, 65 000 lignes, lorsque vous allez défiler jusqu'en bas, il est important que vous ayez l'aperçu des titres de chaque colonne. Donc, on va voir un peu cela. Voici les données que nous avons reçues, par exemple. Vous voyez qu'ici, cette ligne, la première ligne est figée. Donc, peu importe si je descends jusqu'en bas, j'ai toujours l'aperçu. Je saurais toujours que ça, ici, c'est l'adresse email. Là, c'est le sexe. Là, c'est le campus, etc. Donc, je prends peut-être un autre cas avec peut-être lookup. Donc ici, ce n'est pas figé. Donc lorsque je descends, si je le fais, je perds mes colonnes. Donc imaginez si j'avais 300 000 lignes à ce niveau. Donc ce serait. Donc comment le faire? Je sélectionne la première ligne, tout simplement. Donc je vais aller sur affichage.
j'ai figé à ce niveau, figé, et voilà. Donc, c'est les bonnes pratiques pour bien structurer sa feuille, etc. Donc, il y a aussi le formatage conditionnel qu'on verra tout à l'heure. Par exemple, si on gère une liste d'étudiants, de notes et tout, on aimerait avoir visuellement des données en fonction d'un certain critère, donc des mises en forme conditionnelle. Vous le connaissez sûrement peut-être sur Excel. Donc, si par exemple les notes sont inférieures à 10, alors qu'est-ce que je fais? Je les mets en rouge, le fond rouge et le test en blanc, par exemple. Donc, je ne sais pas si il faut qu'on revienne peut-être dessus, malgré le temps qui est imparti. C'est vrai que Georges a grignoté un peu du temps de mon temps. Bon, je le ferai aussi sur le temps des participants. Donc, comment accéder à Google Sheets? C'est très simple. Vous avez, c'est le même principe que les autres outils que vous avez vus jusqu'à présent. Form, Google Doc, peut-être déjà, Slide, peut-être qui viennent demain, la prochaine session. Donc, vous pouvez accéder directement via votre Google Drive. Donc, à partir d'ici, vous avez le bouton plus. Voilà. Google Sheet, vous pouvez partir à partir d'un modèle, vous pouvez créer à partir d'un modèle ou bien à partir d'une feuille vierge, tout simplement. Vous pouvez soit taper le lien sheet avec s.google.com, vous lancez, donc sheet.google.com, vous tombez directement sur cette interface et vous cliquez sur plus ou bien vous choisissez un modèle parmi tant de modèles. Et à ce niveau, vous avez l'historique de vos fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé. Donc, vous avez des panoplies de modèles, que ce soit pour la gestion des projets, des tâches, les plannings. Donc, Google a mis à disposition un ensemble de modèles sur lesquels vous pouvez démarrer. Donc, vous avez aussi un raccourci en tapant juste sheets.new. Donc, ça c'est pareil pour d'autres, hein, docs.new, forms.new, voilà, etc. Slides.new, donc sheets.new, directement, ça va ouvrir rapidement, voilà, une nouvelle feuille de calcul, Google Sheet, et là, je commence directement à travailler. Donc, c'est le même principe avec toutes les feuilles de calcul que vous avez déjà vues jusqu'à présent, de tous les fournisseurs que vous pouvez citer, voilà, chez Microsoft avec Excel. Vous avez la notion voilà, de cellule, la notion de colonne. Voilà, on a par exemple la colonne B, on a la ligne 3, et l'intersection entre B, la colonne B et la ligne 3, ça fait B3, le nom de la cellule qui est marqué à tout moment ici. Donc, voilà un peu l'interface. Vraiment, on ne va pas revenir en grande partie sur l'interface et tout dans cette session, mais en faisant des exercices, on pourra revenir sur beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, voilà, j'étais ici. Donc, on va voir des formules parce que le syllabus de la session était assez clair sur des éléments sur lesquels nous devons revenir. Donc, et parmi ces éléments, nous avons les formules usuelles qui nous font gagner du temps au quotidien avec des données. Donc, nous avons généralement besoin de calculer la somme, les moyennes, les nombres. On veut savoir combien d'éléments on a en fonction de telle ou telle colonne. On veut faire des conditions. On va appliquer des conditions en cas d'erreur. Donc, s'il y a une erreur, comment se comporter au lieu d'afficher des données bizarres et tout. Nous avons des recherches, que ce soit la recherche verticale ou bien la recherche horizontale, les HLOOKUP, ou les recherches étendues, les XLOOKUP. On peut faire des filtres, on peut faire des tris, on peut trouver des valeurs uniques parmi une liste de données. Alors, on verra tout à l'heure, par exemple, avec les campus, on a des gens qui viennent du Cameroun, Côte d'Ivoire, Burundi, Guinée. Ça, tu fais une fonction unique. Alors, on va commencer à la fonction somme, en anglais SUM, mais on va travailler en français.
Donc, pour ceux qui ont des interfaces en anglais, sur Google, donc, etc., vous allez juste chercher SUM, parenthèse et tout. Vous avez la notion de fonction et de formule. Donc, une formule, dans des classeurs, je veux dire, c'est obligatoire. On commence toujours par le mot-clé égal. Voilà. Vous commencez avec égal. Donc, vous commencez avec égal. Le affaire s'attend effectivement à formule. Et dans une formule, on a donc des fonctions. La fonction somme permet d'additionner une plage de cellules numériques. Voilà. La syntaxe. Donc, la plupart d'entre vous, je pense, font des IT, font des études en informatique et tout. Donc, vous comprenez la notion de syntaxe. Un exemple d'écriture, donc la formule. Donc, la syntaxe ici, c'est égal somme. Entre parenthèses, donc, on met une plage d'adresse, une plage de valeur à. Donc, on va voir un exemple tout de suite. Bon, ici, nous voulons le total. Donc, supposons que vente hebdomadaire ici, à la fin de la semaine, je veux connaître combien je vends au total. Donc, comment je fais? J'ai zoomé, j'espère. Je vais dans sa paire. Je trouve le zoom. Et au niveau de l'affichage, zoom, voilà, à ce niveau. Voilà. Donc, quelle formule? Voilà. Avant de commencer, est-ce que j'aurai une bonne valeur ici ou pas? Ou est-ce que. Donc, ça permet aussi d'anticiper des choses. Voilà. Vous pouvez cocher. Est-ce que j'aurai une erreur ou bien une bonne? Donc, vous pouvez avoir des pouces et erreur ou pas. Bon, s'il y aura une erreur. Voilà. Bon, au beurre, erreur. Voilà. Et lorsque je commence à dire, vous voyez des propositions à ce niveau. Google Sheet fait déjà des propositions. Donc, je vais choisir ceci. Et il me dit, donc, il attend une valeur qui est non obligatoire. Ici, c'est si je soumets une plage, mais des valeurs, c'est clique dans cette série, j'ai sa valeur qui de mes points, je peux sélectionner une autre. Mais or, ce que je fais, c'est toute une plage. Donc, je vais utiliser 2 points. Je sélectionne cette cellule, maintiens le clic jusqu'à dimanche, donc jusqu'à B8, et je tape sur la touche entrée. Voilà, j'ai 0, effectivement. Je n'ai pas pu tenir, mais j'ai une qui est inattendue. Parce que, rappelez-vous, somme va faire comment? Addition une valeur numérique. Voilà. Mais sauf qu'on ne voit pas de valeur numérique. En fait, technique, même voir que c'est une valeur numérique ou financière, ça n'a rien à voir. Ça me permet de revenir sur une bonne pratique Excel ou bien sur Google Sheet, sur des classeurs, des calculs, comme on indique. Lorsque vous avez des valeurs, évitez de mettre des unités directement dans les cellules. Parce que là, la feuille ne reconnaît pas ça comme une donnée numérique. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les FRS parce que ce n'est pas reconnu comme franc. Donc, il faut enlever. Et comment les enlever? On peut les enlever manuellement, mais sauf que si on a fait à 10 000 lignes, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner les cellules, je vais faire affichage, rechercher et remplacer. Donc, je vais chercher partout où il y a F majuscule, RS, et je remplace par rien du tout. Donc,
je remplace par rien du tout. FR, bon, le respect de la casse est important. Je remplace par rien du tout. Respecter la casse, oui, je peux dire oui ou non. Donc, c'est respecter la casse. Pour ceux qui ont fait un peu du JavaScript ou du Python, savent que ce sont des langages sensibles, de programmation sensible à la casse. Voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Donc, je cherche partout, il y a franc et je remplace par rien du tout. Donc, je fais tout remplacer. Donc, vous voyez, tout est parti. Mais ma somme qui est censée se mettre à jour automatiquement n'est toujours pas le cas. En fait, c'est parce que dans certains cas, lorsque nous copions des valeurs, tout ce qui est monétaire, il ne doit pas avoir des espaces à ce niveau. Sauf si l'espace est mis par la feuille de calcul elle-même lorsque c'est donc, je fais CTRL-Z pour revenir. Donc, vous voyez qu'il y a des espaces au milieu qui sont des espaces pièges. Donc, voilà, je n'ai pas la bonne valeur. Il faut faire le nettoyage aussi de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose. Je vais les sélectionner. Je vais aller sur édition, rechercher, remplacer. Je recherche partout où il y a espace. Donc, je mets l'espace ici et je remplace aussi par rien du tout. Tout remplacer. Et vous voyez automatiquement, lorsque c'est reconnu comme des nombres, il y a l'alignement à droite automatiquement. Donc, visuel, les feux de calcul vont aligner à droite tous ces potentiels ou des données numériques. Donc, je pense qu'on est déjà revenu sur un exemple de nettoyage de données. Donc, éviter de mettre des unités directement dans le plan. C'est mieux de les préciser à l'en-tête. Donner pour ceux qui n'utilisent pas de francs CFA. On peut juste mettre un franc. Voilà. Voilà. Et on a notre somme. Voilà. On peut aussi faire un plan de la en faisant ceci. Voilà. Ceci. Données, on ne va pas s'en sortir. Donc, la fonction somme vient donc calculer pour une plage de données. Voilà. Maintenant, la moyenne accélérée, donc, permet de trouver pour ceux qui sont avrés et ils mettent les cellules. Donc, ici, on a le nombre d'éléments. Donc, par exemple, un étudiant peut trouver sa note finale sans contrôle de voir 14. Pour connaître combien pour trouver la moyenne en son bulletin sur cette mathématique. Donc, ce sont les mathématiques. Évalue par deux types de devoirs. À la commande, il suffit de faire AL à B15. Effectivement, pour le même étudiant, il a 14 en mathématiques, 16 en physique, informatique, en anglais, 13. Et chaque. Donc, on a 4, 2, voilà. Comment trouver donc la moyenne cette fois-ci? Donc, si la moyenne, une façon, je vais dire, serait de calculer ceci multiplié par ça, après les sommer et diviser par le nombre total de coefficients. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Ce serait de dire égal à, voilà, C2, on a le total mathématique,
j'utilise la poignée de recopie pour m'aider dans les calculs pour les suivants. Donc ici, si je clique, voilà, directement 16, il est assez intelligent, la poignée de recopie pour déduire des calculs. Voilà, donc des 4 fois 6. Donc yes, ici, je calcule la somme, donc égale à la somme de tout ça. Voilà, effectivement. Voilà, somme de tout ceci. Puis, je fais la somme des coefficients. Somme, voilà, il me propose. Puis, je vais faire égal à ceci que je divise par ça. Voilà, vous voyez qu'on arrive au même résultat, 15,53. Et lorsque j'ai beaucoup de parties décimales, je viens, vous voyez cet outil, voilà, réduire le nombre. Voilà, je vais réduire pour laisser juste 2 chiffres après la virgule. Donc, si je veux augmenter, j'augmente et je peux supprimer à ce niveau. Voilà. Mais avec Excel, pardon, avec Sheet, voilà, je vais y arriver. Donc, il y a ce qu'on appelle somme produit. Je prends l'intervalle, voilà, de ceci, première plage, puis deuxième plage. Donc, en fait, somme produit va faire le produit, je vais dire, voilà, la somme des deux produits, donc, ça va faire ceci. Ça va faire ce produit et la somme la somme des produits des deux colonnes. Puis, on va diviser par la somme des coefficients. Donc, la somme des coefficients. Voilà. Et on arrive au même résultat. Donc, maintenant, on va passer à un élément aussi très important qu'on appelle NB. Donc, NB en anglais ici, pour ceux qui sont sur les interfaces en anglais, c'est count. Donc, C-O-U-N-T. Donc, ça permet de compter les valeurs numériques. Donc, comme nous sommes tout à l'heure, s'il n'y a pas de valeur numérique, ce n'est pas pris en compte. Donc, ça compte combien de cellules ont des nombres. Donc, la syntaxe, c'est connu, égale à NB. Donc, nous avons une liste d'étudiants ici qui ont une liste d'étudiants. Certains ont composé, d'autres ont des motifs. J'étais malade, absent, etc. On veut savoir combien d'étudiants ont composé. Donc, c'est égal à NB, la plage qui va de B2 à B10, voilà, qui est grisée là. Et j'ai effectivement 6 étudiants qui ont composé. Donc, celui-ci n'a carrément pas de note, donc n'a pas composé. Par contre, 0, c'est une note. Donc, s'il avait 0, si je mets 0, c'est une note, c'est un nombre. Donc, je passe à 7. Donc, lui, il a composé la 0, soit il n'a pas composé tout simplement. Donc, il y a malade, il y a absent. Voilà. Maintenant, il y a des avancées, des versions améliorées, des versions adaptées de la fonction NB, qu'on appelle par exemple, si je veux compter des cellules non vides, donc des cellules non vides. Donc, on parle donc de NBVal. Donc, NBVal ici, si je sélectionne, j'ai un peu la description. Donc, NBVal affiche le nombre de valeurs d'un ensemble donné. Donc, valeur ici, ça peut être du numérique, alphanumérique, donc alphabétique, etc. Donc, tout ce qui est rempli, tant que la cellule n'est pas vide, on est compté. Donc, ici, nous avons effectivement 8 valeurs et on n'a pas compté si cette cellule vide. Donc, vous pouvez avoir à utiliser cette fonction, cette formule, cette fonction, oui, NBVal, dans plusieurs domaines, en analysant les données d'enquête, par exemple, ceux qui n'ont pas répondu à une certaine question, parce qu'elle n'était pas obligatoire, voilà, vous voulez savoir combien ont répondu. Donc, vous avez, après la NBVal, vous avez NBC, qui est aussi une version améliorée, avancée, mais cette fois-ci, NB.C va compter des valeurs en fonction d'un critère, en fonction d'une condition qu'on va passer. Par exemple, ici, on veut savoir sur la plage, sur cette plage en question, combien ont plus de 15 sur 20. Voilà, donc on spécifie ici la plage et entre les guillemets,
on va dire supérieur à 15. Donc, vous voyez effectivement, donc, il y a Fabrice qui a 16, il y a Bertrand qui a 15. Bon, 15 est inclus parce qu'on a utilisé supérieur ou égal. Donc, on a, voilà, Isaac qui a 17, ça nous fait 3. Donc, on a effectivement 3. Donc, si on veut des sous-moyennes, donc, supposons qu'on est en Corée du Nord, on suppose que la sous-moyenne, c'est quand tu as moins de 14, voilà, donc on va mettre, pardon, inférieur au sens strict à 14. Donc, il y a 2 sous-moyennes. Donc, on a celui-ci 13, on a Didier qui a 12. Donc, vous voyez les différentes dénominations de NB. Donc, en fonction du cas où vous trouvez, vous pouvez faire ces décomptes. Alors, on va avancer avec la fonction si. La fonction si qui est une logique conditionnelle. Ceux qui sont habitués à écrire du code vont s'y retrouver. Donc, le résultat ici, donc la syntaxe c'est si on met la condition, point virgule, la valeur qui sera affichée si la condition est vraie et la valeur qui sera affichée si la condition est fausse. Donc, ça permet d'automatiser des décisions. Par exemple, si on veut savoir qui a validé ou qui a échoué. Voilà. Donc, un cas de test rapide, la fonction avec if. Donc, ici, on a une liste d'étudiants avec leur note suivante dans une matière, par exemple. On veut savoir qui a validé et qui n'a pas validé. Donc, ici, rappelons que la fonction si n'agit que sur 2. Donc, elle n'est pas imbriquée. Bon, elle peut être imbriquée, mais elle n'a que 2 choix possibles. Donc, si la condition est vraie, voici le comportement. Sinon, voici le comportement. Mais dans le cas vrai ou faux, on peut imbriquer un autre si. Donc, on verra donc la fonction if-s plus tard qui viendra un peu embellir les choses. Donc, ici, on veut savoir qui a validé. Donc, supposons, bon, on est en Afrique, on suppose que c'est 10, mais si peut-être on est en Corée du Nord, donc valider, c'est à partir de 18 de moyenne, par exemple, ou en Chine. Donc, là, donc de 10 inclus à 20, l'étudiant a validé. Donc, la condition, c'est si B2, donc B2, c'est cette cellule de Alice, est supérieur ou égal à 10, point virgule, alors c'est validé. Ça, c'est si vrai, valeur si. Donc, voilà un peu l'aide que Sheet nous propose. Et si c'est faux, voilà. Donc, le faux ici, c'est le contraire carrément de la condition. Donc, strict, 10 au sens strict, inférieur strictement à 10, donc 10 non inclus. Voilà, je valide. Maintenant, si je veux répéter la formule sur tous les autres, j'utilise ce petit point qu'on appelle la poignée de recopie. Donc, voilà, le curseur forme une croix à ce niveau. Je maintiens, je tire vers le bas. Donc, vous voyez, automatiquement, donc, on a Bertrand qui a échoué parce qu'il a moins de 10. Validé, échoué, validé, échoué, validé, etc. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Voilà. Je n'ai pas accès à la page de Meet. Donc, prière, s'il y a des préoccupations, de m'interpeller directement. Voilà. Donc, maintenant, il y a un autre cas qui peut se poser. On veut savoir, on ne veut pas savoir si quelqu'un a validé ou a échoué, mais on veut connaître un peu la mention. Donc, c'est le cas de if-s. Voilà. Là, ici, on teste plusieurs cas. Donc, on suppose que nous sommes dans un monde, c'est très bien, etc. On veut un peu développer, on veut un peu implémenter ce cas, cette situation. Donc, if-s ici permet d'évaluer plusieurs conditions successivement sans imbriquer plusieurs if. Voilà. Et if-s, c'est la syntaxe, entre parenthèses, condition 1. On met son résultat. Donc, si on a, c'est un peu comme les switch cases chez les gars qui font du JavaScript ou d'autres langages de programmation, ou bien si on reste en algorithmique, voilà, on parle de au cas où. Voilà, c'est le comportement de if-else. Donc, on a cette situation. Donc, Alice a 17. On aimerait savoir est-ce qu'il est dans la tranche de très bien ou quoi. Donc, voilà la formule. Donc, c'est égal if-s. Donc, première condition,
valeur de la première condition. Deuxième condition, valeur, sa valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si B2 est supérieur à 16, alors c'est excellent. Tout simplement, supérieur à ça, inférieur au sens strict à 10, voilà, échec, tout simplement. Donc, si on utilise la poignée de recopie, tout simplement, tout le monde a. Donc, je rappelle que le rôle de la poignée de recopie, c'est que les formules seront incrémentées, les cellules, voilà, les adresses des cellules seront incrémentées. Donc, nous avons par exemple ici B2. Donc, si je quitte, je vais ici, automatiquement B3. Donc, lorsque je tire la poignée de recopie sur une colonne, ce sont les numéros de ligne qui sont incrémentés. Et lorsque je fais la même chose plutôt sur une ligne, c'est-à-dire je suis sur la ligne 14, je tire en traversant les colonnes. Là, ce sont des lettres de colonnes qui sont incrémentées. Voilà. J'aimerais voir là-bas, en haut là, comme Alice à 17. Ça devrait être excellent, non? Oui, oui, en principe, oui, oui. Merci. Mais sauf que B2, voilà. Oui, justement parce que la cellule n'est pas bien indexée. Donc, merci pour d'avoir interprété. Donc, la cellule n'est pas la bonne. La cellule qui choisit, c'est plutôt en haut. Donc, en préparant, je me suis un peu, je n'ai pas prêté attention. Donc, au lieu de B2 ici, c'est plutôt B13. Voilà. Donc, on va modifier. C'est B13. Donc, partout il y a 2, c'est B13. Voilà. Et vous voyez, la cellule 17 est bien colorié, donc je passe B13. Voilà. Et directement, je vais donc utiliser la poignée de recopie. Voilà, voilà. Et là, on a excellent. Donc, merci beaucoup. Ça prouve que, je pense que je l'avais laissé forcément peut-être pour voilà, un truc du genre, parce que c'est bien d'avoir des réactions et de savoir que des personnes nous suivent. Voilà. Donc, mise en forme conditionnelle. Voilà. Les mises en forme conditionnelle, lorsque nous avons parlé de ça à l'entame de la session, qu'à un moment donné, on veut savoir visuellement, voilà, en fonction d'une condition donnée, voilà, une certaine mise en forme. Donc, si on revient sur notre feuille avec des if, par exemple, on aimerait que tous ceux qui ont échec, que ce soit coloré en rouge. Donc, en rouge, et donc, le fond, donc, je rappelle que si je prends, par exemple, ici, Alice, comment je fais pour mettre une couleur d'arrière-plan de la cellule de coloriage? Donc, je viens à ce niveau. Donc, vous avez un pot qui se verse là, couleur de remplissage. Je peux choisir, par exemple, ce rouge-ci, couleur de remplissage. Et pour uniformiser les couleurs, pour avoir un aperçu excellent, je sélectionne, je mets maintenant ici la couleur de l'écriture en blanc. Voilà, j'ai un peu ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais de façon conditionnelle, de façon automatique, sur un ensemble de valeurs. Donc, je les sélectionne. Je viens sur format, mise en forme conditionnelle. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire que on va essayer d'appliquer un formatage de données, c'est-à-dire des couleurs, des polices et tout ça, en fonction d'une certaine valeur. Donc, ici, on va ajouter une règle. Donc, là, on me dit que j'ai choisi les cellules entre C13 et C19, effectivement. Donc, je clique sur ajouter une règle.
Donc, par défaut, il me propose ceci, mais je vais dire, donc, parmi les règles, il y a est vide. Donc, on peut choisir, par exemple, d'appliquer sur toutes les cellules qui sont vides, n'est pas vide et tout et tout. Le test contient, donc c'est ça qui va un peu nous interpeller ici. Donc, le test contient, ou bien est supérieur à, on peut avoir des mises en forme sur des nombres. On choisit la plage des notes, par exemple, on dit tous ceux qui ont inférieur ou supérieur à 10, par exemple, on affiche en bleu et les autres inférieurs à 10, les échecs, on affiche en rouge, par exemple. Donc, vous avez un ensemble de données. Donc, on va, par exemple, prendre le test contient ici. On va mettre échec. Donc, maintenant, vous voyez que rien ne se passe. Tout a disparu parce qu'il ne reconnaît pas échec. Donc, il y a ce que... bon, il faut mettre l'accent aigu dans ce cas pour que ça matche effectivement avec. Donc, on va venir, donc, échec, ce n'est pas une couleur très jolie comme ça, c'est une couleur généralement très chaude. On va changer le remplissage, on va mettre du rouge, voilà. Couleur, on va mettre du blanc. On peut même mettre en gras pour donner plus, on peut mettre en italique, voilà. Donc, on met OK. On peut fermer. Ça veut dire, si je viens, par exemple, je modifie la note de Gisèle. Gisèle n'a pas assez bien travaillé. Gisèle a 7. Voilà, automatiquement, non seulement le if réagit face à échec, et comme c'est échec, voilà, la mise en forme conditionnelle agit. Donc, vous pouvez jouer avec, faire beaucoup de choses. Voilà. Après la mise en forme conditionnelle, on a la fonction si erreur. Dans certains cas, supposons que je fasse ceci. Je vais faire, si je fais égal, je prends la cellule A2 que je divise par la cellule B3 égale, voilà, j'ai cette erreur qui n'est pas qui n'est pas très jolie. Voilà, donc pour éviter par exemple cette erreur dans certains cas, donc à chaque fois qu'il y a une exception qui est levée, on aimerait afficher un joli message et éviter par exemple les hashtags div, voilà. Donc en gros, ça veut dire que la division par 0 est impossible, tout comme par exemple la racine carrée d'un nombre négatif, bon, tout, que les mathématiciens réagissent en commentaire. Voilà. Donc, si erreur est une fonction qui agit lorsqu'une erreur qu'on a, en fait, on essaie d'anticiper sur l'erreur, sur une erreur qui peut subvenir, mais en affichant un message, une valeur ou quelque chose de plus compréhensif. Voilà. Donc, ça masque les erreurs avec une valeur personnalisée. Donc, la syntaxe est égale si erreur, par exemple, pour une division. Voilà. Au lieu que ce soit la feuille de calcul qui lève une erreur non compréhensible, on peut nous-mêmes personnaliser. Donc, voilà le cas. On a les dividendes, on a avec les diviseurs. Donc, ce qu'on fait, on va dire si erreur, on applique maintenant notre fonction de calcul ou bien notre formule. Donc, la fonction de calcul ici, c'est de diviser le diviseur dans le point par le diviseur. Et l'erreur, c'est, on va dire, bon, il y a des expressions, peut-être, on va dire, il y a, tu ne sais pas que on ne divise pas par 0. Voilà, un truc du genre. Donc, si la poignée de recopie sur les autres, donc, à ce niveau, on a 18 qu'on essaie de diviser par 0. Donc, ça ne donne pas. Ici aussi, on n'a pas 0, mais on divise par un nombre, par une chaîne de caractères, ce qui est aussi interdit. Donc, on a l'erreur qui est un peu plus jolie à comprendre. Bon, vous n'allez pas écrire il y a, tout simple, voilà. Donc, ça va dépendre du contexte. Donc, nous avons la recherche verticale. Voilà, ça permet de rechercher dans un tableau et voilà, tout simplement la syntaxe. Ça trouve une valeur dans la première colonne d'un tableau. Par exemple, ici, recherche, on veut rechercher une valeur
mais ayant pour clé ST12. Donc, ça trouve une valeur dans la première colonne d'un tableau. Donc, c'est une recherche verticale. Donc, on va un peu simuler ce cas. Donc, lookup. Donc, c'est le mot anglais. Donc, VLOOKUP, ce sera pour recherche verticale. HLOOKUP pour recherche horizontale cette fois-ci. Et ISLOOKUP pour recherche, on va dire, étendue, qui regroupe un peu les deux. Donc, en fait, c'est vrai que sur Google Sheet, nous pouvons faire des recherches à ce niveau. Donc, on peut rechercher, par exemple, on veut connaître où se trouve le mot Chantal. Non, non, ça, c'est pas cette recherche-là. Ça, c'est une recherche, lorsqu'on cherche un menu sans trouver, ou bien un élément sans trouver parmi les panoplies d'options là, voilà, on peut taper ça ici. Donc, pour faire la recherche, c'est juste CTRL F. Voilà, il y a cette recherche qui s'affiche là. On peut chercher Chantal. On voit un peu partout où Chantal se trouve. C'est, voilà, c'est coloré là. On a cette recherche. Donc, mais cette recherche ici, c'est on veut trouver une valeur. Donc, on a un tableau, les matricules des étudiants, les noms et les notes. Donc, ici, on va simuler un cas. On veut chercher le nom de l'étudiant qui a le matricule, par exemple, ST10 ou ST11. On veut connaître son nom. Peut-être pour faire un calcul avec ou dans une fonction, etc. Donc, la formule, on va faire une recherche verticale. Quel est l'élément qu'on recherche? L'élément qu'on recherche, c'est ST12. Donc, voilà, on recherche ST12. Donc, à la base, vous ne savez pas où se trouve cet élément. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas indexé la cellule directement. Donc, c'est un mot qu'on essaie de rechercher. Mais ce n'est pas ce mot qu'on recherche. On recherche une valeur dans le tableau. Donc, dans le tableau qui va de A2 à C2. Donc, vous allez remarquer qu'on a exclu l'entête du tableau. Donc, on recherche, mais quel est l'élément qu'on veut renvoyer? C'est l'élément à la colonne 2. Donc, il y a première, deuxième et troisième colonne. On veut connaître le nom de l'étudiant qui a le matricule, ce matricule. Et la plage de données, c'est de A2 à A6, donc de A2 à A6. Et est-ce qu'on veut, voilà, trier? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un tri? On met faux. Donc, si on voulait qu'il y ait un tri, parce que recherche V renvoie une seule valeur. Mais il peut y avoir un cas où ça trouve deux valeurs qui correspondent aux critères de recherche. Mais est-ce que ça doit faire un tri ou bien ça doit renvoyer la toute première valeur à trouver? Donc, ici, le tri est à false. Donc, on va renvoyer. Donc, on attend peut-être soit Alice, parce qu'on a dit qu'on recherche dans la colonne 2. On va avoir soit Alice, soit Bertrand, soit Chantal, soit Didier, donc en fonction de ce qui match. Donc, on veut S12, donc on va avoir Chantal. Voilà. Donc, on a Chantal, effectivement. Donc, si on recherche ST14, on a Esther. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un peu limite dans cet exemple comme fonctionnalité de recherche V, mais vous comprendrez ça si vous voulez, par exemple, l'utiliser pour effectuer des calculs. Donc, si je veux plutôt la note, comment faire si je veux la note de l'étudiant qui a ST14? Any idea? Quelqu'un a une proposition? Comment je fais pour plutôt renvoyer la note, la note de l'étudiant qui a ST12, donc de Chantal? Comment je fais? OK, pas de réaction. Donc, j'ai dans la formule, oui, allez-y, voilà, changer de colonne, effectivement. Donc, ici, je vais prendre, voilà, comme je le dis, changer de colonne. Je vais prendre plutôt la colonne 3. Effectivement, donc Chantal, pardon, ST12. Voilà, non, ST14, donc on avait changé, on voulait plutôt, voilà, ST14, effectivement, à 17. Donc, rapidement, comment réagit le faux est trié? Donc, si je mets true, bon, je crois que c'est en français. Si je mets vrai,
Voilà. Si je mets vrai et, par exemple, je veux Alice, pardon, bon, la clé de recherche ici, c'est ST14. Supposons que par miracle, cet étudiant aussi, Alice, a le matricule ST14. Voilà. Comme Alice a ST14, je veux la note. Je veux bon, restons d'abord à faux. Il me renvoie 13 parce que l'étudiant qui a le matricule ST14, la note de l'étudiant du matricule ST14, c'est 13 et 17. Donc, comme j'ai désactivé le tri, il me renvoie la toute première valeur du haut vers le bas. Donc, par contre, si je fais le tri, il va donc appliquer le tri par ordre croissant et va me renvoyer 17, tout simplement. Donc, il renvoie la plus grande valeur. Donc, voilà un peu l'exemple de recherche V. Donc, nous avons donc recherche X qui vient ensuite, qui est plus simple et plus puissant. Donc, tout simplement, qu'est-ce que recherche X? Ça remplace recherche V et recherche H horizontale. Donc, la syntaxe, c'est recherche X, valeur recherchée, la plage de recherche et la plage de résultats, tout simplement. Donc, ici, la colonne disparaît tout simplement. Donc, supposons que nous avons ceci, ce tableau. On veut rechercher la note de Chantal, la note de Richard, etc. Donc, je fais recherche V. Quelle est la valeur, la clé? Donc, ici, la clé recherchée, c'est à E11. Donc, E11 ici, c'est Chantal. Donc, je veux rechercher Chantal. Je veux les éléments concernant Chantal, voilà, où se trouve la plage de l'élément recherché, c'est de B1 à B18. Et qu'est-ce qui sera renvoyé tout simplement? La plage de résultat, c'est C1 donc, et C18, tout simplement. Donc, voilà pourquoi, si je veux la note, par exemple, d'Esther, j'utilise la poignée de recopie, je tire Esther à 17. Voilà. Donc, j'avoue que il faut pratiquer ces formules, ces fonctions pour bien comprendre. Donc, vous aurez tout le temps de faire ça. Donc, ici, on voit des aperçus et tout ça. Oui, Georges. Ok, je ne sais pas trop si vous restez encore avec combien de temps, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore des questions et le temps nous presse. Je ne sais pas trop si tu vas nous aider comment. Bon, voilà, je vais donc essayer d'accélérer pour qu'on ait les questions à la Oui, fin. parce que là, on reste avec pratiquement 15 minutes. Je ne sais pas trop si ça va nous suffire. Mais voyons. Avançons d'abord rapidement, peut-être. D'accord, d'accord. J'essaie d'accélérer. OK, donc vous avez filtré. Donc, filtrer ici va extraire les lignes spécifiques. Donc, en fonction, dans un tableau, dans une plage de données. Donc, filtrer. Donc, il y a deux façons de filtrer. Donc, je rappelle que il y a des filtres conventionnels qu'on connaît tous. Donc, je vais par exemple dupliquer ça. Ici, je vais sélectionner ces en-têtes. Je viens à ce niveau sur cet entonnoir-ci. Je crée un filtre. Donc, les filtres ici affichent les données en fonction d'un certain critère. Donc, ça masque certaines données et ne divulgue que des données en fonction d'un certain critère. Donc, si je viens par exemple sur Note, j'ai appliqué les fils, je clique, je veux juste qu'on m'affiche tous ceux qui ont 9, bon, cet ensemble de données-là. Donc, je clique OK. Donc, on a un ensemble de données masquées. Mais ça ne veut pas dire que ces données sont supprimées. Donc, et lorsque vous voyez l'entonnoir un peu coloré, ça veut dire qu'il y a un filtre qui est appliqué. Je viens, je clique là et voilà, sélectionner les 7. Donc, j'enlève le filtre.
Donc, or, ici, le filtre qu'on veut voir ici avec les fonctions, c'est on fait une copie des données. On fait carrément une copie des données sur lesquelles, donc, le résultat renvoyé sera une copie des données de base. Donc, voilà nos données de base. On veut filtrer cette donnée-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai la formule égale filter. Qu'est-ce que je vais filtrer? Toutes les données, donc de A2 à B8. Et quelle est la condition de filtre? Donc, je veux filtrer, je veux qu'on me renvoie juste des personnes qui ont supérieur à 15. Donc, B2, de B2 à B8, je reste uniquement sur cette colonne supérieure à 15. Donc, voilà pourquoi on a ces valeurs. Donc, si je veux inférieur à 15, directement, il y a mise à jour. Donc, ça me renvoie les 3 personnes qui respectent ce critère. Donc, après filtre, on a sort. Bon, sort, c'est le tri. Donc, la différence entre les filtres et les tris, c'est que lorsqu'on fait les tris, les tris vont réordonner. Les tris réordonnent les données. Donc, ça ne masque rien. Ça prend les mêmes données et ça change juste l'ordre d'apparence. Et on a ces mêmes données. Donc, sur ces valeurs, par exemple, je dois faire les tris, par exemple, de Didier, Félix et tout. Donc, comment ça se passe? La formule, c'est égal sort. Je prends la plage sur laquelle je veux me baser. Donc, égal sort de et false. Voilà, comment ça se passe? Donc, j'ai mes données ici. Je vais dire égal, je veux trier A2, B8, donc les mêmes données que tout à l'heure. Colonne de tri. Donc, je choisis la colonne de tri, très important, parce que si je prends 1, ça va faire un tri sur des noms, c'est-à-dire par voilà, l'ordre en fonction de l'alphabet. Mais si je prends la colonne 2, ça va faire un tri croissant ou décroissant en fonction de la valeur que je mets ici. Donc, faux. Est-ce que c'est croissant? Est-ce que je veux un tri croissant? Faux. Je ne veux pas un tri croissant, donc automatiquement, c'est décroissant. Donc, j'ai pris la première colonne. Directement, les données sont mises à jour. Donc, j'ai de G à A. Donc, je rappelle que j'ai choisi faux pour un tri décroissant. Donc, si je me base sur la colonne 2, tout simplement, j'ai un tri. Donc, je rappelle que l'avantage d'utiliser des formules ici, ça permet de faire une copie des données qu'on affiche. Par contre, si j'applique les filtres ici, et je viens par exemple ici sur notre trier de A à Z, j'ai les mêmes données, je reste sur les mêmes données, mais l'ordre change. Je n'ai pas une copie. Donc, à vous de savoir comment les utiliser dans les différentes situations. Donc, on a unique, qui est aussi très important dans les analyses de données. Donc, nous avons une liste de villes à ce niveau et on aimerait savoir quelles sont les valeurs uniques qu'on trouve. Parce que vous allez voir, par exemple, ici, Gozi qui intervient 2 fois, Yaoundé qui intervient, je crois, 3 fois. Donc, mais on aimerait à connaître les villes uniques qu'on a. Donc, tout simplement, égal unique, et je prends la plage A2 à A. Bon, A2 à A, Google Sheet nous donne cette possibilité de pouvoir intégrer toute une colonne dans une formule. Ça fait que il n'y a pas de limite. Donc, tout ce qui sera sur cette colonne, on pourra faire et sera intégré automatiquement dans les calculs. Parce que si je fais de A2 à A17, vous voyez voilà, le contrôle Z. Voilà, à A17. Si je viens ajouter Yaoundé, une nouvelle ville, peut-être disons Eboloa,
il n'y a pas mise à jour sur la liste. Voilà. Par contre, si, comme j'ai laissé A, tout simplement, je n'ai pas, on va dire quoi, je n'ai pas fermé complètement avec le numéro de la ligne. Lorsque je viendrai ajouter Ebolo, hein, directement, il y a mise à jour dans l'unique. Donc, maintenant, on peut calculer, on peut faire le NB-val de unique à ce niveau. Et donc, on verra ça plus tard. Donc, après unique, voilà. Maintenant, un autre élément, c'est la visualisation des graphiques. Donc, il est important aussi, que ce soit dans vos rapports après des enquêtes, il est important généralement de visualiser des graphiques sur un certain nombre de données. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous avez un ensemble de données là, étudiants, enseignants avec des nombres, vous les sélectionnez. Cette fois-ci, avec les en-têtes, insertion, donc vous avez tout, que ce soit des tableaux, une nouvelle feuille, colonne, graphique. Donc, ça s'appelle des graphiques. Je sélectionne graphique. Automatiquement, il me propose un camembert parce qu'il est assez intelligent pour... en fait, Google Sheet comprend, il me dit ici que c'est ce type de graphique qui correspond mieux à ce que je veux représenter. Mais j'ai la possibilité de changer. Donc, je viens sur... Donc, type de graphique. Je peux choisir des graphiques en bande. Par exemple, voilà, qui représentent les données. Je peux choisir des styles. Voilà, je peux prendre ça, etc. Donc, vous voyez, et maintenant, vous pouvez personnaliser, comme changer un titre, changer le titre, nombre par catégorie, nombre de rapports par catégorie. Ça peut être du Hello World, voilà, ou tout ce que vous voulez. Et automatiquement, vous avez le graphique qui change là. Donc, après des graphiques, donc vous pouvez personnaliser des rendus, des titres, légendes, couleurs, étiquettes. Donc, tout ça dépend de vous. Le travail simplifié, voilà. Comment est-ce qu'on peut collaborer sur Google Sheet? Voilà. Donc, tout simplement, première collaboration, c'est de partager. Ça veut dire inviter un collaborateur à travailler sur le même document que vous. Donc, vous avez ce fameux bouton partager qui va ouvrir cet onglet. Donc, voilà, j'ai partagé cette feuille avec Georges et en tant qu'éditeur, voilà. Donc, il y a des rôles, il y a commentateur. Donc, cette personne, avec le rôle commentateur, ne peut ajouter que des commentaires. Il ne peut pas modifier. Donc, il peut prendre, par exemple, une cellule et dire, je propose que ce soit telle chose à ce niveau et tout, voilà. Ou bien il est juste lecteur. Donc, et quand tu es lecteur, tu as la possibilité de créer une copie. On peut même carrément transférer la propriété. Ça veut dire, comme pour le moment, c'est moi le propriétaire, je peux décider que Georges, voilà, devient le propriétaire. Ou je peux revoquer l'accès à Georges. Voilà. Donc, limiter tous les utilisateurs qui ont le lien. Donc, vous saisissez juste l'adresse ici. Ça peut être, voilà, dans Google Cloud Abidjan. Je peux par exemple le mettre comme lecteur et je mets un petit message ici qui sera envoyé, qui sera lié avec. Voilà. Donc, voilà un peu cette collaboration. Maintenant, mis à part la collaboration, je peux taguer. Voilà. Donc, il y a cette notion de je peux taguer directement quelqu'un dans une cellule, par exemple. Je fais arrobas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Sorry. Voilà. Je fais arrobas. Et ça me propose beaucoup d'éléments ici. Je peux inclure une date, je peux lier un fichier Google Form, je peux taguer une personne directement. Donc, je peux dire, je tag Cloud Abidjan, la communauté Google Cloud Abidjan. Je valide. Et lorsque je quitte, donc je vais taguer par exemple une autre personne. Ghislain,
par exemple. Voilà, je quitte. Voilà. Google Sheet m'annonce que je viens de mentionner une personne qui n'a pas accès au fichier. Ça veut dire, c'est parce que Edmond n'a ni accès en lecture ni en écriture. Donc, il me propose directement de partager avec Edmond pour qu'il ait accès parce que je viens de le taguer. Ça peut être une tâche. Généralement, lorsqu'on fait, par exemple, des événements, on a un plan de communication sur Google Sheet. On va taguer le nom de chaque personne devant pour dire, bon, c'est toi qui sera chargé de faire cette tâche ou de communiquer sur tel ou tel élément. Donc, une autre façon aussi de voir, c'est de voir l'historique des modifications, aussi très important. Donc, je clique sur ce bouton-là. Donc, j'ai un ensemble d'historique depuis la création du fichier. Je peux savoir qui a fait quoi. Voilà. Donc, ça permet par exemple de gérer des conflits et vous pouvez, je peux prendre la version du 5 mai et vous pouvez restaurer cette version, revenir à cette version-là. Donc, comme si, pour ceux qui connaissent un peu Git, voilà, dans le versionning, c'est un peu le versionning, dans la version actuelle, tout simplement. Donc, on a vu des graphiques, on a vu, voilà. Donc, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques rapidement. Donc, c'est quoi les TCD? Généralement, avec un ensemble de données, on veut connaître, on va avoir un tableau qui récapitule un peu, qui est un peu plus parlant. Donc, qui est un peu plus parlant. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ce tableau. Donc, c'est un peu comme l'historique des ventes des produits. Donc, la vente du stylo à 1500 francs à telle date, le stylo aussi qui revient à 1800 telle date et tout. Donc, comment je peux créer un tableau un peu plus parlant qui récapitule les données en fonction d'un certain formalisme. Donc, je les sélectionne. Toujours, je pars dans insertion. J'ai ici tableau croisé dynamique. Est-ce que j'utilise une feuille existante ou bien je crée une nouvelle feuille? Je choisis créer une nouvelle feuille. Ici, on me rappelle la plage qui a été créée. Donc, je clique sur créer. Donc, on me crée une nouvelle feuille. Donc, je rappelle que ces éléments ici en bas sont des feuilles. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Donc là, on doit configurer pour avoir des aperçus en fonction des critères qu'on sélectionnera. Donc, quels sont ces critères? Supposons que on veut connaître, donc il y a même déjà des suggestions. Sheet est assez intelligent, il fait des suggestions. Est-ce qu'on va avoir la somme de montants pour chaque produit? Donc, si je sélectionne, comme clé USB revenait plusieurs fois, il va faire une somme de tout ce qui sont des produits uniques et m'afficher leur montant directement. Donc, je peux effacer, je peux choisir, par exemple, pour mon cas, je veux, au niveau des lignes, je veux connaître, bon, est-ce que les dates se répètent? Je ne pense pas. Donc, je veux des produits. Maintenant, qu'est-ce que je veux sur des produits? Donc, en colonne, donc sur les différentes colonnes, je veux, par exemple, les montants. Donc, on va revenir presque à ce qu'on avait tout à l'heure. Et les montants, quelles sont ces valeurs? Quelles sont les valeurs que je veux sur les montants, que ce soit des champs calculés? Bon, montant. Donc, les valeurs ici, je peux choisir plutôt peut-être le maximum ou je peux choisir le produit. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ici, par exemple, on va calculer le total, la vente quotidienne par produit. Donc, si on veut calculer la vente quotidienne par produit, je vais tout effacer.
Donc, en ligne, je vais prendre les dates parce qu'ici, on veut la vente quotidienne par produit. Donc, pour chaque jour, quels sont les produits, voilà, vendus. En colonne, je vais prendre les produits. Donc, pour cahier, clé USB, donc ici, la fonction unique est appliquée. Maintenant, je prends quoi comme valeur? Comme valeur, je prends somme de montant. Donc, je prends montant d'abord et voilà, je prends ici somme, donc qui est déjà à somme. Donc, j'ai en quelque sorte ici, donc, en date du 1er avril 2025, j'ai vendu le cahier 2500. Le 2, je n'ai pas vendu. Le 3, j'ai vendu et le total fait ceci. Donc, on a une vente quotidienne. Donc, vous pouvez vous amuser en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Voilà, faire des manipulations. Voilà, il reste, je ne sais pas si j'ai encore 2 ou 3 minutes peut-être pour faire la démo. Bon, mais la démo, ça va aller un peu vite puisqu'on a peu le temps. Bon, la démo, c'est juste un ensemble de jeux de données sur lequel on applique tout ce qu'on a vu, là. Donc, le jeu de données. Oui, Georges. Ok. Donc, le jeu de données, c'est les réponses à nos formulaires tout à l'heure là, qu'on a eu tout à l'heure. Ce qu'on aimerait avoir, c'est répondre à un certain nombre de questions. Mhm. Moi, je pense qu'ils peuvent bien s'entraîner dessus parce que dans tous les cas, ils ont déjà vu tout. Et pratiquement, c'est un entraînement dessus parce que là, on voit que les gens quittent les mythes et normalement, ils devraient poser leurs questions, ce qui n'est pas correct. D'accord. Bon, en tout cas, oui, on va donc revenir sur les questions. Donc, OK. Donc, pour aller plus loin, les liens ici trouvés dans les donc, le support officiel de Google Sheet et pour utiliser certaines tâches concernant Google Sheet, donc il y a développeur, partie développeur AppScript, pardon, pour aussi faire des tours sur YouTube, sur Google Recherche, sur Gemini et tout. Donc, vous avez mon contact sur LinkedIn, sur Twitter, sur Medium, où je crée régulièrement des articles sur des outils concernant Google Workspace. Voilà, donc Google Sheet, ce n'est pas juste des lignes et des colonnes, c'est carrément un tableau de bord intelligent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. OK, donc merci et je pense qu'on attend des questions. Merci pour votre aimable attention. Voilà.